Le titre allusif, l'araignée, donne la clé de l'œuvre. Dans la mythologie, le folklore et les récits oniriques, l'araignée joue un double rôle. Elle est fascination et répulsion. La fileuse Arachné fascine par la beauté de sa toile, mais les mœurs, les amours cruels des araignées sont source de dégoût. Le texte, qui pourrait être prétexte à une captivante étude psychanalytique, porte la marque de ce double fantasme. L'étudiant Richard Bracquemond, attiré et fasciné par la beauté de sa voisine Clarimonde, s'oppose de toutes ses forces à l'envoûtement mortel. Mais dans sa résistance à l'hypnose, il manifeste aussi un érotisme sophistiqué. Il retarde l'abdication de sa volonté, comme il retarde l'accomplissement de l'acte sexuel, la possession de Clarimonde. Le récit est d'ailleurs construit sur le modèle d'une toile d'araignée. La toile elle-même, c'est le journal intime de cet étudiant qui note au jour le jour les progrès de sa hantise. Remarquons au passage l'admirable structure de cette toile. L'histoire de Bracquemond dure 3 semaines, du 28 février au 25 mars, comme la somme des 3 histoires précédentes, les 3 semaines successives des 3 suicidés. Il y a donc dans la temporalité du récit un équilibre des volumes. Au cœur de la toile est tapie l'inscription structurale, les relations des 2 araignées, des 2 insectes dans la chambre de Richard. Au cœur du macrocosme est blotti le microcosme, au cœur du récit le symbole, l'amour et la dévoration des araignées. Et cette toile est reliée par 2 fils d'attache à la réalité quotidienne, les récits objectifs que sont la relation journalistique et le rapport de police, qui tous 2 ouvrent et ferment la nouvelle fantastique. La structure syntaxique et thématique du récit sont donc admirablement liées. Dans sa géométrie savante, le récit dessine les arabesques de son sens symbolique. Quand l'étudiant en médecine Richard Bracquemond se décida à venir habiter la chambre numéro 7 du petit hôtel Stevens, 6 rue Alfred Stevens, dans cette même pièce, 3 vendredis consécutifs, 3 personnes s'étaient pendues à la croisée. La première était un voyageur de commerce suisse. Le médecin constata que la mort remontait au vendredi entre 5 et 6 heures de l'après-midi. Le corps était suspendu à un gros crochet enfoncé dans la partie supérieure de la croisée. La fenêtre était fermée. Le locataire s'était servi du cordon de rideau. Comme la fenêtre n'était pas très haute, les jambes traînaient sur le parquet. On apprit, en outre, qu'il était marié et père de 4 enfants, qu'il gagnait largement sa vie et que son caractère avait toujours été enjoué. Le deuxième cas était à peu près identique. L'artiste Karl Krause, engagé comme équilibriste au cirque Medrano tout proche, vint occuper la chambre numéro 7 2 jours après le premier suicide. Le vendredi suivant, il ne parut pas au cirque à l'heure de la représentation. Le directeur envoya le chasseur à l'hôtel. Ce dernier trouva l'artiste dans sa chambre qui n'était pas fermée, pendu à la croisée de la même façon que le locataire précédent. Ce nouveau suicide resta aussi mystérieux que le premier. Pour Madame Dubonnet, la propriétaire du petit hôtel, cette seconde mort mystérieuse dans la même chambre eut des conséquences fâcheuses. Une partie de ses pensionnaires déménagea et les clients qui avaient l'habitude de descendre chez elle évitèrent son établissement. Elle s'adressa au commissaire de police de son arrondissement qu'elle connaissait personnellement. Le commissaire lui promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour établir les causes de ces 2 suicides mystérieux. Non seulement il commença une enquête approfondie, mais encore il mit à sa disposition un agent qui vint habiter la chambre mystérieuse. L'agent se nommait Charles-Marie Chaumier. Il avait sollicité lui-même cette mission de confiance. C'était un ancien marsouin qui avait servi 10 ans aux colonies, fait campagne comme sergent au Tonkin et en Annam, habitué aux surprises des pirates jaunes, plein de sang-froid et de courage, et paraissant de taille à avoir facilement raison des fantômes dont toute la rue Alfred Stevens commençait à jaser. Chaque matin et chaque soir, Chaumier passait au poste de police pour y faire son rapport. Le jeudi, il montra moins d'assurance, mais sa mine était grave. Il ne fit aucune communication. Le vendredi matin, il paraissait nerveux et
prétendit que cette fenêtre exerçait en tout cas une attraction bizarre. Le soir même, il ne vint pas au poste de police. On le trouva pendu à la croisée, comme les autres. Quelques entrefilets concis consignèrent sans commentaire superflu les rapports de police. Ce fut tout. Ces communiqués représentaient tout ce que l'étudiant en médecine Richard Bracmond connaissait de l'affaire. Il ignorait même un petit détail. Quand les agents détachèrent de la croisée le cadavre de leur collègue Charles-Marie Chaumier, une grosse araignée noire sortit de la bouche du mort. Le garçon d'hôtel la chassa d'une pichenette en s'écriant d'un air dégoûté « Ah, voilà de nouveau une de ces sales bêtes !» Lorsqu'on l'interrogea au cours de l'enquête ultérieure au sujet de Bracmond, il déclara qu'au moment où on avait décroché le corps du commis voyageur suisse, il avait vu une araignée exactement semblable courir sur l'épaule du suicidé. Richard Bracmond ne savait rien de tout cela. Il emménagea dans la chambre 2 semaines après le dernier suicide. C'était un dimanche. Tout ce qui lui arriva dans la chambre numéro 7, il le consigna soigneusement par écrit et, avec beaucoup de conscience, au jour le grand-mère en avait un pareil. Elle l'avait hérité d'une grand-tante. J'ignorais qu'on employât encore aujourd'hui ce genre de fuseau. Celui de Clarimonde est du reste un bijou délicieux, tout blanc, probablement en ivoire. Les fils qu'elle tisse semblent d'une grande finesse. Toute la journée, elle travaille sans arrêt derrière ses rideaux. Elle ne cesse qu'à la tombée de la nuit. À 5 heures, Clarimonde abandonne sa place. Je n'ai jamais vu de lumière dans sa chambre. Elle porte toujours une robe noire montante, brodée de motifs violets. Et toujours ses mains sont recouvertes de gants noirs, pour les protéger sans doute contre les marques du travail. Il est étrange de voir les minces doigts noirs s'entrelacer dans un mouvement perpétuel et rapide, saisir les fils ténus, les tirer, les lâcher, les reprendre. On dirait des petites pattes d'insectes, actives, infatigables. Nos relations réciproques, oh, elles sont très superficielles. Pourtant, j'ai la sensation qu'elles sont beaucoup plus profondes. Cela commença par un regard rapide qu'elle jeta vers ma fenêtre.
Je la regardai à mon tour. Ensuite, elle m'observa plus longtemps. Je fis de même. Je dus lui plaire, car, un jour, en me regardant, elle risqua un sourire, auquel je répondis naturellement. Ce jeu dura quelque temps. Jeudi 10 mars. Ce matin, quand je m'approchais de la fenêtre, Clarimonde était déjà là. Je la saluai. Elle me répondit par une légère inclination de tête. Elle me sourit et me regarda longtemps. Je voulus travailler, mais je ne trouvais pas le repos d'esprit nécessaire. Je crois bien que nous sommes restés assis au moins 1 heure à nous regarder. Elle se remit alors à filer. Samedi 12 mars. Hier après-midi, vers 6 heures, je devins nerveux. Le crépuscule était tombé de bonne heure et j'éprouvais une angoisse sourde. Une force invincible me poussait vers la fenêtre. Ce n'était certes point pour me pendre, mais pour regarder Clarimonde. Je vins me poster derrière le rideau. Il me sembla que jamais je n'avais vu aussi distinctement, quoiqu'il fît déjà sombre. Elle filait, mais ses yeux étaient tournés vers moi. Un sentiment étrange de bien-être me pénétra, en même temps qu'une sensation légère de peur. Dimanche 13 mars, ce matin, j'ai assisté à un petit drame. Je me promenais dans le corridor pendant que le garçon nettoyait ma chambre. Devant le petit Judas qui donne sur la cour, il y avait une toile d'araignée et au centre, une grosse araignée. Madame Dubonnet ne veut pas qu'on la chasse. Les araignées portent bonheur, dit-elle, et elle a eu déjà assez de malheur dans sa maison. Je vis alors une araignée plus petite courir tout autour de la toile. C'était un mâle. Avec 1000 précautions, il s'engagea sur la toile, se dirigeant prudemment vers le milieu. Aussitôt que la femelle esquissait le moindre geste, il battait précipitamment en retraite, attendait, puis recommençait ses travaux d'approche. Enfin, la grosse araignée femelle, accroupie au milieu de la toile, parut l'encourager. Elle conserva l'immobilité. Il accourut rapidement, mais non sans toujours témoigner d'une grande prudence. La femelle le reçut sans protester et s'abandonna à son enlacement. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent immobiles, suspendus tous les deux au milieu de la grande toile. Puis le mâle dénoua lentement son étreinte, une patte après l'autre. Brusquement, il lâcha prise et s'enfuit, aussi vite qu'il put, hors de la toile. Mais au même moment, la femelle s'était réveillée. Elle poursuivit le fuyard dans une course sauvage. Le mâle se laissa glisser le long d'un fil. La mante fit de même. Tous les deux tombèrent sur le rebord de la petite fenêtre. Rassemblant son énergie, le mâle essaya de s'échapper. Trop tard, l'araignée femelle l'avait empoigné et le rapporta dans la toile, au beau milieu. Elle lui enfonça alors ses fortes pinces dans le corps et suça avidement le sang de son compagnon. Je pus voir comment, une fois repue, elle détacha le misérable petit tas devenu méconnaissable, jambes, peau et suaire, pour le rejeter avec mépris hors de la toile. Tel est l'amour chez ces bêtes. Je suis heureux de ne pas être une araignée mâle. Mardi 15 mars. Nous avons inventé un jeu étrange, Clarimonde et moi. Nous y jouons toute la journée. Je la salue. Elle me répond. Je tambourine alors de mes doigts sur la vitre. Elle répète immédiatement ce geste. Je lui fais signe. Elle me fait signe. J'agite les lèvres comme si je voulais lui parler. Elle agite les siennes. Je porte la main à mon front pour rejeter mes cheveux en arrière. Sa main esquisse le même mouvement. Il ne s'agit pas d'une imitation vulgaire qui finirait par nous lasser, mais d'une transmission de la pensée.
En effet, Clarimonde répète mes gestes à moins d'une seconde d'intervalle. Chose curieuse, jamais Clarimonde ne s'est trompée une seule fois. Pas une erreur, bien que j'allasse si vite qu'elle eut à peine le temps de reconnaître chacun de mes mouvements. Mercredi 16 mars. Comme c'est drôle. L'idée ne me vient pas de donner à mes relations avec Clarimonde une base un peu plus sérieuse que ces jeux perpétuels. Parfois je me demande si je l'aime. Sans doute je me sens attiré vers Clarimonde, mais à cette attirance se mêle un autre sentiment. On dirait presque que j'ai peur. Non, ce serait trop dire. Une appréhension vague, indéfinie devant l'inconnu. J'ai l'impression de décrire des cercles concentriques autour d'elle, de m'approcher un peu, de reculer ensuite, d'avancer à une autre place, de m'enfuir à nouveau jusqu'au moment, il viendra, j'en suis sûr, où j'irai la rejoindre. J'ai l'idée qu'il se passera quelque chose demain. Vendredi 18 mars. Oui, il va arriver quelque chose aujourd'hui. J'ai peur qu'il ne m'arrive dans cette pièce ce qui est arrivé à mes prédécesseurs. Et à cette peur s'ajoute une autre peur, celle de Clarimonde. 6 heures du soir. Vite, quelques mots. Je suis en manteau et en chapeau. Quand 5 heures sonnèrent, j'étais à bout de force. Je sais fort bien maintenant qu'il existe une corrélation certaine entre ce désarroi et la 6e heure de l'avant-dernier jour de la semaine. J'étais assis dans mon fauteuil de toute la force de ma volonté, mais la fenêtre m'attirait irrésistiblement. Il fallait que j'allasse jouer avec Clarimonde. J'avais pourtant une peur horrible de cette fenêtre. Je voyais les 3 pendus, le voyageur suisse, grand, la barbe grise, le cou épais, l'artiste svelte, l'agent robuste et carré d'épaules. Je les voyais l'un après l'autre, puis tous les 3 ensemble, pendus au même crochet, la bouche ouverte, la langue pendante. Et je me voyais moi-même, parmi eux. Oh, cette angoisse indicible! Je sentais bien qu'elle était provoquée autant par la croisée, par l'horrible crochet, que par Clarimonde. À ce moment précis, le téléphone sonna. Je pris le récepteur et sans attendre, je criai dans l'appareil « Venez tout de suite !» Le son perçant de ma voix dissipa d'un seul coup les ténèbres de mon esprit. Je récupérai tout mon sang-froid, j'essuyai la sueur de mon front et je bus un verre d'eau. Je réfléchis ensuite à ce que j'allais dire au commissaire. Puis, je m'approchai de la fenêtre, saluai et souris. Clarimonde salua et sourit également. 5 minutes plus tard, le commissaire était chez moi. Le commissaire dut remarquer mon trouble, surtout quand je voulus excuser mon appel au téléphone sans réussir à trouver une explication plausible. Il me déclara très aimablement que je ne devais en aucun cas user de ménagement envers lui, qu'il se tenait à mon entière disposition, que c'était son devoir. Dimanche 20 mars, je ne reprends la plume que ce soir. Nous avons joué toute la journée. Lundi 21 mars, nous avons joué toute la journée. Mardi 22 mars, aujourd'hui aussi, nous avons joué. Parfois, je me demande pourquoi. Quoi qu'il puisse arriver, c'est seulement ce jeu qui m'absorbe. Mercredi 23 mars. Maintenant, je sais que je l'aime. Je suis envahi par elle jusqu'à la moelle des os. Si seulement je n'éprouvais pas cette angoisse. Jeudi 24 mars. Je viens de faire une découverte. Je ne joue pas avec Clarimonde. C'est elle qui joue avec moi.
Voici comment je m'en suis aperçu. Hier soir, je pensais comme toujours à notre jeu. J'ai noté 5 nouvelles séries de gestes très compliqués, avec lesquels je voulais la surprendre le lendemain. À chacun de ces gestes, j'ai donné un numéro, et je me suis exercé pour les exécuter le plus vite possible, d'abord dans leur ordre normal, puis à reculons, ensuite en ne prenant que les chiffres pairs, puis les chiffres impairs, enfin seulement les premiers et les derniers mouvements des 5 séries. Ce matin, j'allais à la fenêtre. Nous nous saluâmes, et le jeu commença. Je pus tout de suite constater avec quelle déconcertante rapidité elle me comprenait, et comment elle reproduisait tout ce que je faisais presque en même temps que moi. On frappa à ma porte. C'était le garçon qui m'apportait mes souliers. Je quittai la fenêtre pour les prendre, et quand je voulus retourner à mon poste, mon regard tomba par hasard sur la feuille de papier où j'avais noté mes séries de gestes. Je me rendis alors compte que je n'avais exécuté aucun des mouvements prévus. Ce n'était donc pas Clarimonde qui répétait mes mouvements, c'était moi qui reproduisais les siens, et cela d'une façon si instantanée que je me figurais en avoir l'initiative. Moi, qui étais si fier de lui transmettre mes pensées, je suis au contraire sous son influence. Oui, mais cette influence est si légère, si voluptueuse. Et que m'importe une découverte quelconque, je suis là pour faire ce que veut Clarimonde. Clarimonde que j'aime avec cette douce angoisse. Vendredi 25 mars, j'ai coupé le fil du téléphone. Je n'ai plus envie d'être dérangé par le commissaire juste au moment où vient l'heure étrange. Mon Dieu, pourquoi ai-je écrit cela? Il n'y a pas un seul mot de vrai. On dirait que quelqu'un dirige ma plume. Je veux écrire ce qui s'est passé. J'ai besoin de toute mon énergie. Je souffre, mais je veux, une fois encore, une seule fois, faire ce que je veux. Ce matin, nous étions à la fenêtre et nous jouions. Tout à coup, elle recula dans la chambre. Je ne la voyais plus. L'ombre l'avait absorbée, mais elle reparut bientôt. Elle tenait dans les 2 mains un téléphone exactement pareil au mien. Elle le posa sur la fenêtre, prit un couteau, coupa les fils et le reporta au fond de la chambre. J'ai lutté pendant un bon quart d'heure. Ma frayeur était plus grande qu'avant et la sensation de la lente défaite d'autant plus voluptueuse. À bout de résistance, j'apportai mon appareil, coupai les fils et le remis à sa place. Il est 5h15. Je sais que si je regarde de l'autre côté de la rue, Clarimonde va faire quelque chose que je devrais faire aussi. Pourtant, je me lève. Elle est là. Elle sourit. Ah, si je pouvais seulement détourner les yeux. Elle écarte le rideau. Elle prend le cordon. Il est rouge, comme celui de ma fenêtre. Elle fait un nœud coulant. Elle le suspend au crochet de la croisée. Elle se rassied et sourit. Non. Ce n'est plus de l'angoisse que je ressens maintenant. C'est une emprise irrésistible, si étrange, si attirante malgré sa cruauté profonde. Me voici de nouveau assis. J'ai couru vers la fenêtre. J'ai obéi, j'ai pris le cordon, j'ai préparé le nœud coulant. Je l'ai suspendu au crochet. Et maintenant je ne veux plus regarder. Je ne veux pas y penser. J'écris n'importe quoi, j'écris vite au hasard, pour ne pas réfléchir. Mon nom, par exemple, Richard Bracquemont. Richard Bracquemont. Richard... Oh, je ne puis plus continuer. Richard Bracquemont. Maintenant, il faut que je la regarde. Richard Bracquemont. Il faut... Non, je ne veux pas m'arrêter. Richard Bracquemont.
Le commissaire du 9e arrondissement, qui n'avait reçu aucune réponse à ses appels réitérés au téléphone, pénétra dans l'hôtel Stevens à 6h05. Il trouva dans la chambre numéro 7 le cadavre de l'étudiant Richard Braquemont, pendu à la croisée, exactement dans la même posture que ses 3 prédécesseurs. Le visage avait cependant une autre expression. Il reflétait une peur horrible. Les yeux grands ouverts étaient presque sortis de leurs orbites, les lèvres étaient retroussées dans un affreux rictus, les mâchoires serrées l'une contre l'autre de manière convulsive. Entre elles se trouvait écrasée, aplatie, une grosse araignée noire dont le corps était ponctué de taches violettes. Sur la table gisait ouvert le journal de l'étudiant. Le commissaire le lut. Il se rendit immédiatement dans la maison d'en face. Il y constata que le 2e étage était vide, inhabité depuis plusieurs mois.